Alors, Judith, tu parlais d'observer, connaître, reconnaître. Et moi, les deux verbes que je vais ajouter à ce tableau sont interdire ou ne pas interdire et punir ou ne pas punir. Alors, la classe ouvrière anglaise est-elle victime d'un homicide intentionnel massif ? Voici ce que propose de démontrer le jeune Friedrich Engels dans son premier livre, publié à Leipzig en 1845, au retour d'un séjour de 2 ans à Manchester, et intitulé « La situation de la classe ouvrière en Angleterre ». Engels consacre de nombreuses pages aux conditions de travail. Il a vu peu de choses de ses propres yeux, mais il a lu dans le détail le rapport de la Factory Commission de 1833, qu'il croise avec les articles de la presse ouvrière et les récits qu'on lui rapporte. Son exposé suit un ordre de préoccupation morale habituel pour qui dénonce les conditions du travail industriel à l'époque. D'abord la situation des enfants, puis celle des femmes, et enfin celle des hommes. Les enquêteurs de la Commission royale rapportent que dans les fabriques textiles, les enfants sont régulièrement sujets au fouet. Plusieurs usines ont mis en œuvre un travail en 2 équipes de 12 heures, sans prévoir d'exception pour les enfants. Ces derniers, contraints de rester constamment debout sans s'asseoir, écrit Engels, développent des infirmités caractéristiques, telles que la déviation de la colonne vertébrale et une déformation des jambes. Quant aux femmes, Engels ne les envisage que sous l'angle de leur sexualité et de leur potentielle maternité, ce qui est classique, comme on l'a vu aussi dans l'exemple décrit par Judith. Les conditions de travail des ouvrières anglaises les rendent sujettes à des pubertés précoces. Elles ont des menstruations irrégulières ou absentes. Elles sont exposées au risque d'avortement spontané. Elles doivent subir la torture de travailler jusqu'au jour de l'accouchement et sont sommées de reprendre 3 jours plus tard. Enfin, rien ne les protège d'un employeur qui voudrait abuser d'elles. Dans les fabriques, Engels décrit une atmosphère très impure, étouffante, pauvre en oxygène, pleine de poussière et de vapeur d'huile des machines, qui souillent presque partout le sol, y pénètrent et y rancient. Quant au travail au milieu des machines, il occasionne un nombre considérable d'accidents plus ou moins graves, notamment parce que la pression économique oblige souvent à enfreindre l'hypocrite règlement en nettoyant les machines alors qu'elles sont toujours en fonctionnement. Pour Engels, la situation de la classe ouvrière à Manchester et dans les autres villes industrielles britanniques correspond à ce que la justice qualifierait d'homicide intentionnel. Je le cite. « Lorsqu'un individu cause à autrui un préjudice tel qu'il entraîne la mort, nous appelons cela un homicide. Si l'auteur sait à l'avance que son geste entraînera la mort, nous appelons son acte un meurtre. Mais lorsque la société met des centaines de prolétaires dans une situation telle qu'ils sont nécessairement exposés à une mort prématurée et anormale, à une mort aussi violente que la mort par l'épée ou par balle, lorsqu'elle ne sait que trop que ces milliers d'êtres seront victimes de ces conditions d'existence, et que cependant elle les laisse subsister, alors c'est bien un meurtre, tout pareil à celui commis par un individu, si ce n'est qu'il est ici plus dissimulé, plus perfide, un meurtre contre lequel personne ne peut se défendre, qui ne ressemble pas à un meurtre, parce qu'on ne voit pas le meurtrier, parce que le meurtrier, c'est tout le monde et personne, parce que la mort de la victime semble naturelle, et que c'est péché moins par action que par omission. La caractérisation de la condition ouvrière comme meurtre est un trope de la littérature prolétarienne en Europe au XIXe siècle. Dans mon exposé, je propose de ne pas balayer ce rapprochement d'un revers de la main sous prétexte qu'il serait orienté par un objectif politique de dénonciation, mais de le prendre au sérieux en tant que question de recherche. Ce projet est né au cours d'une enquête ethnographique et historique que j'ai menée entre 2013 et 2017 auprès des ouvriers de l'ancienne verrerie industrielle de Givors dans le département du Rhône. J'évoquerai ici l'un des porte-parole de cette mobilisation, Christian Cervantes. En 1974, alors que Christian venait de commencer à travailler à la verrerie, son père fut tué, broyé par une machine, à quelques centaines de mètres de la verrerie, dans l'établissement sidérurgique Fives-Lille.
Christian Cervantes a travaillé 33 ans face aux machines de production de pots et de bouteilles dans des conditions qui font écho aux descriptions d'Engels. La chaleur et le bruit extrême, le travail posté en équipe, matin, après-midi, nuit, l'atmosphère chargée d'un brouillard d'huile minérale et de produits acides, le geste technique inlassablement répété consistant à graisser les moules sans laisser un membre entre les mâchoires de fonte, car il est hors de question d'arrêter la machine. Au début des années 2000, Christian Cervantes mène la bataille contre la fermeture de l'usine, qui a été décidée par la direction du groupe BSN Danone dans le cadre d'un montage spéculatif. L'usine ferme néanmoins en 2003. Un an plus tard, Christian a 55 ans et se présente à un journaliste local comme un quasi-retraité, grâce aux mesures relativement généreuses négociées dans le cadre du plan social. Il est plein de projets, mais quelques mois plus tard, on lui trouve une tumeur cancéreuse dans la gorge. Christian Cervantes est mort en 2012 des suites de cette maladie. Il avait 64 ans. 3 ans plus tôt, il avait porté plainte au pénal pour blessure involontaire par la violation d'une obligation de sécurité. L'enquête d'épidémiologie populaire menée par les Verrier avait notamment permis de montrer que le caractère cancérogène des huiles de graissage chauffées était indiqué sur la fiche de données de sécurité qui les accompagnait. Sous la pression médiatique, une enquête de police fut menée. Un juge d'instruction fut saisi. La justice conclut finalement, comme l'on conclut toujours en pareil cas, par un non-lieu. Le travail reste par excellence un non-lieu de la responsabilité pénale. Par quel agencement social le scandale moral classiquement attaché à l'idée d'une violence exercée sur le corps d'autrui peut-il ainsi se dissoudre ? Comment se fait-il que les personnes qui ont le pouvoir de décider des conditions de travail dans lesquelles évoluent leurs subalternes ne soient généralement pas inquiétées par la justice pénale lorsque ces conditions mutilent ou tuent ? Un début de réponse à ces questions se trouve dans l'histoire de la légitimation de la violence exercée sur les corps au travail. C'est ce que je propose d'esquisser maintenant à partir des décennies 1830-1840, moment d'intense réflexion à la fois sur la condition ouvrière et sur la condition esclave, jusqu'au tournant majeur que constitue la loi de 1898 sur les accidents du travail, et en concluant par un saut dans les années 1970. Dans l'Angleterre décrite par Engels, comme dans la France des années 1830 et 1840, des mouvements émergent pour limiter les souffrances qu'on a le droit de faire endurer aux travailleuses et aux travailleurs. Les réglementations britanniques et françaises adoptées se ressemblent sur plusieurs points. Elles restreignent l'emploi des enfants, et plus tard des femmes, confirment l'interdiction des châtiments corporels, réglementent la durée du travail, interdisent le travail de nuit pour les enfants. Le tout est censé être contrôlé par une inspection qui se révèle d'emblée insuffisante et impuissante. Les décennies 1830-1840 sont également celles d'une réflexion sur la légitimité de l'esclavage, qui aboutit à son abolition en Grande-Bretagne à partir de 1833 et en France à l'abolition de 1848. Des deux côtés de la Manche, ce sont souvent les mêmes personnes qui portent le combat pour la réglementation du travail ouvrier et pour l'abolition de l'esclavage, et qui ne se privent pas de comparer les deux situations à des fins de dénonciation morale. Par exemple, dans les débats qui mènent à la loi du 22 mars 1841 réglementant le travail des enfants, le comte Cholet demande à la Chambre des pairs : « Messieurs, on s'occupe beaucoup de réprimer la traite des Noirs, et l'on a raison, mais ne serait-il pas bien aussi de s'inquiéter de la traite des Blancs ?» Villermé rapporte qu'on donne aux ouvriers du coton de la région de Mulhouse le surnom de « nègres blancs », qu'il qualifie d'expressive et étrange épithète. L'intolérable du travail des enfants, selon l'expression de Patrice Bourdelais, mais aussi l'intolérable du travail des adultes, se construit ainsi dans ses parallélismes avec l'intolérable de l'esclavage. La loi Macot du 18 juillet 1845, puis plusieurs ordonnances royales de 1846, déplacent la frontière entre châtiments légaux et illégaux exercés sur le corps des esclaves. Désormais, la durée quotidienne du travail ne peut dépasser 12 heures, dont 2 heures et demie de pause. Des inspections des plantations sont prévues, et les maîtres ayant outrepassé leur pouvoir disciplinaire, par exemple en donnant davantage que les 29 coups de fouet réglementaires, sont davantage sujets à la sanction. Mais dans les faits, il n'en est rien.
Les inspections des plantations sont au moins aussi rares que celles des fabriques textiles du nord et de l'est de la France. Et jusque dans les premiers mois de 1848, les procès de maîtres ayant usé de mauvais traitements à l'égard de leurs esclaves restent exceptionnels. Et lorsqu'ils se tiennent, ils se soldent par des non-lieux ou des peines symboliques. L'abolition définitive du 27 avril 1848 n'entraîne pas la fin du régime d'exception concernant le travail des populations émancipées. Ce que l'on nommera le régime de l'indigénat se construit petit à petit pour réglementer le travail de cet autre citoyen que décrit Sylviane Larcher. L'indigénat se caractérise par la spécificité de la loi, des infractions et des peines s'appliquant aux populations des colonies, et la possibilité de recourir à des formes de travail moins libres que celles qui ont cours en France métropolitaine. Paradoxalement, cette limitation de la violence, qui peut être légitimement exercée au travail, va contribuer à asseoir l'idée selon laquelle il y aurait d'autres formes de mise en danger normales et inévitables, qui seraient déconnectées de l'action ou de l'inaction intentionnelle d'un employeur et consubstantielles à la tâche exercée. Mesurer le degré de la réponse pénale dans les affaires d'accident du travail permet d'apprécier cette tolérance vis-à-vis de la mise en danger des corps au travail. C'est ce que montre le juriste Philippe-Jean Hess dans un article paru en 1980 dans l'éphémère revue Histoire des accidents du travail, édité par le Centre de recherche en histoire économique et sociale de Nantes. Hess dépouille les archives du tribunal correctionnel de Nantes, ainsi que la jurisprudence publiée, notamment celle de la Cour de cassation, à la recherche des poursuites pour homicide ou bien pour coups et blessures involontaires dans le cadre du travail, entre 1840 et 1914. Un premier résultat est que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les poursuites pénales existent bel et bien. Cependant, remarque Hess dans ses procès, la mansuétude judiciaire est la règle. Peu d'inculpations sont prononcées. Un tiers des inculpés sont relaxés, les autres étant généralement sanctionnés par une simple amende, bien inférieure aux peines prévues par la loi. D'où vient cette mansuétude ? D'abord, de la discordance entre les réglementations annoncées et les moyens qui existent pour les faire appliquer. Dans un article de 1979, le criminologiste et historien Wesley George Carson étudie la genèse de ce qu'il qualifie de conventionnalisation du crime industriel dans la Grande-Bretagne du XIXe siècle. Revenant sur les réformes du travail ouvrier dans les années 1830-1840, Carson décrit un processus par lequel la faiblesse de l'inspection, notamment le nombre réduit de ses agents, conduit ces derniers à privilégier la pédagogie envers les employeurs et à opérer une distinction entre les fautes. Les inspecteurs des fabriques textiles en viennent à se concentrer sur la vérification du respect d'obligations purement formelles, comme la bonne tenue du registre du personnel, plutôt qu'à procéder à de véritables enquêtes sur site. Dans les procès-verbaux d'inspection étudiés par Carson comme dans les affaires judiciaires décrites par Hess, on trouve un faisceau d'autres raisons qui permettent de fonder cette tolérance de la justice pénale vis-à-vis de la mise en danger au travail. La principale d'entre elles concerne la question de l'intention. Carson relève par exemple qu'en Grande-Bretagne, le Factory Act de 1844 retire en grande partie la notion d'intention de la définition des délits commis par les employeurs, ce qui contribue à fonder l'idée selon laquelle il ne s'agirait même pas de délit à proprement parler. On constate la même dynamique dans les tribunaux criminels français, qui se refusent à reconnaître la notion juridique connue sous le nom de dolus eventualis, dol éventuel. Arrêtons-nous un instant sur ce point capital. Le dol éventuel désigne un degré intermédiaire de l'intention. Il décrit par exemple l'intention d'un armateur qui continuerait d'affréter un mauvais bateau, tout en sachant qu'il fait courir ainsi un risque sérieux à l'équipage. Le naufrage survient. Certes, l'armateur n'avait pas l'intention de tuer les marins, mais doit-on en conclure pour autant que le naufrage est survenu du seul fait de la fatalité, d'un accident météorologique ? L'armateur a pourtant intentionnellement décidé de faire partir ce bateau, ou de ne rien faire pour l'empêcher de quitter le port, alors qu'il savait quel risque il faisait ainsi courir à l'équipage. Par omission ou par commission, il a pris la décision de faire courir un risque à des tiers. Le dol éventuel est caractéristique des affaires d'accidents et de maladies liées au travail. Il n'est pourtant presque jamais reconnu par les tribunaux.
Voyons le cas du directeur des travaux de la carrière des Grands Carreaux, près d'Angers, condamné en 1865 à seulement 20 jours de prison, après la mort de 2 ouvriers écrasés par l'effondrement d'une galerie. Le tribunal reconnaît qu'il a ordonné la reprise des travaux après la chute d'une partie de la voûte, sans avoir suivi l'avertissement de son adjoint, qui avait constaté l'existence d'une faille, sans avoir écouté les ouvriers eux-mêmes, pour qui le son renvoyé par le rocher au contact de leur pic indiquait qu'il n'était pas solide. Le directeur, un dénommé Bardon, est pourtant condamné pour homicide par imprudence, comme s'il s'agissait d'une négligence ponctuelle, de l'inobservation à un moment donné des règles de sécurité, et non d'une volonté constante et assumée de faire courir des risques aux ouvriers pour ne pas avoir à arrêter le chantier. L'intention patronale n'a pas cours dans les accidents industriels, ce que rend bien la langue anglaise, qui qualifie les accidents du travail mortels de « fatalities ». Paradoxalement, c'est la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, dont l'intitulé exact est « Loi sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail », qui entérine l'idée d'une fatalité du risque professionnel, dissolvant toute notion de responsabilité. C'est en 1880 qu'un ancien ouvrier maçon, devenu député de la Troisième République, Martin Nadeau, dépose une première proposition de loi sur la responsabilité des accidents du travail. Le texte propose d'instaurer une présomption de responsabilité patronale en l'absence d'une preuve contraire. Dans un numéro de la revue Histoire des accidents du travail daté de 1981, Yvon Le Gall a étudié les presque 2 décennies de débats parlementaires intermittents qui ont suivi la proposition de loi Nadeau. Il souligne les 2 étapes majeures de la réflexion. S'impose tout d'abord l'idée de risque professionnel, c'est-à-dire d'un risque inhérent au travail. Certains parlementaires réclament que la loi ne concerne que les travaux les plus dangereux. Mais devant le coût politique d'exclure certains secteurs, c'est finalement une liste assez longue qui va être retenue. Le bénéfice de la loi est notamment ouvert à tous les ouvriers et employés d'exploitation dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux. C'est l'article 1. L'autre débat central concerne la notion de faute. Une conséquence logique de la reconnaissance de l'inéluctabilité du risque professionnel est de se passer de tout recours à la notion de faute, tant de l'employeur que des salariés. Certes, d'aucuns considèrent que cette proposition hardie heurte la morale la plus élémentaire, et la loi finale réserve une section aux accidents imputables à une faute particulièrement grave, une faute dite inexcusable, commise par l'employeur ou le salarié. Mais au-delà de ces cas qui restent marginaux, la grande majorité des dangers du travail sont considérés comme étant, eux, excusables. La loi de 1898 a 2 conséquences inattendues et néanmoins majeures dont l'effet se fait sentir jusqu'à aujourd'hui. La première est d'installer l'idée que le traitement pénal de la mise en danger des salariés est redondant avec l'indemnisation assurantielle. Dans son décompte des affaires criminelles traitant du travail, Philippe Jean Hess s'étonne du fait que leur nombre tombe brutalement à 0 au début des années 1900. Il découvre que ceci est dû à l'interprétation qui va s'imposer parmi les juges d'un article de la loi qui est passé relativement inaperçu lors des débats. Il s'agit de l'article 2, qui prévoit que les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucune disposition autre que celle de la présente loi. Les juges comprendront ce point comme voulant dire que les victimes d'accidents du travail ne peuvent plus agir contre l'employeur en qualité de partie civile, ni se joindre en tant que partie civile à l'action exercée par le ministère public. L'initiative des poursuites pénales est laissée au parquet, dont la suite montrera qu'il se gardera bien de lancer de telles procédures. Ceci amène Philippe Jean Hess à conclure que si, d'une manière générale, le criminel tient le civil en l'état, nous avons là un cas où le civil modifie l'état du criminel. Une autre conséquence inattendue de la loi de 1898 est la consécration de la subordination comme critère de définition de la relation salariale. Comme l'a montré l'inspecteur du travail et juriste Jacques Le Goff, la jurisprudence des années 1900 va se retrouver confrontée à l'identification des bénéficiaires de la loi sur les accidents du travail,
À quoi reconnaît-on ces ouvriers et employés, selon l'expression utilisée par la loi? Et notamment, en quoi se distinguent-ils et elles des artisans et commerçants qu'on dirait aujourd'hui à leur compte? C'est finalement le critère de la subordination plutôt que du salaire qui va s'imposer. En 1907, la Cour de cassation a statué sur une affaire qui oppose l'industriel Roumieux, fabricant de parapluies à Rennes, à l'ouvrier Girard. Roumieux a chargé Girard de remettre des parapluies à un acheteur. À l'occasion de cette course, Girard a été victime d'un accident grave qui l'a laissé atteint d'une incapacité permanente. Et il a naturellement demandé à bénéficier de l'indemnisation prévue par la loi de 1898. Le fabricant Roumieux refuse, car en vendant ses parapluies, il faisait acte de commerçant, dit-il, et non d'industriel. Et Girard n'était finalement qu'un intermédiaire dans la vente. L'industriel précise d'ailleurs que l'argent qu'il a versé à Girard était une commission et non un salaire. Par ailleurs, l'accident a eu lieu hors de la fabrique et de ses dépendances. Pour toutes ces raisons, Roumieux estime que Girard ne peut être reconnu comme étant son ouvrier dans cette tâche. La Cour de cassation exprime son désaccord. Elle conclut que l'ouvrier est au lieu du travail partout où il se rend d'ordre de son maître et pour les besoins de l'entreprise. C'est l'ordre patronal qui fait l'ouvrier, et a fortiori qui fait l'ouvrier indemnisé suite à un accident du travail. Autour de ce moment charnière qu'est la loi de 1898, nous identifions donc un arrangement particulier qui légitime la mise en danger des salariés, arrangement qui articule 3 termes: indemnisation, dépénalisation, subordination. Les salariés sont indemnisés, il n'y a donc pas lieu de traiter leur affaire comme un crime. Et si les salariés peuvent être indemnisés, c'est en échange de leur subordination. En France, c'est ainsi la notion de subordination qui délimite un espace au sein duquel les règles habituelles régissant la violence vis-à-vis du corps d'autrui n'ont plus cours. Cet arrangement n'a rien d'universel. Si l'on fait un pas de côté rapide vers les États-Unis, c'est un arrangement entièrement différent qui est retenu à la même époque. Différent et pourtant si semblable dans ses conséquences. Je mène là-dessus un travail comparatif avec les historiens Gerald Markovits et David Rossner, dont les importants travaux sur le saturnisme ont été discutés par Didier Fassin dans son cours. Markovits et Rossner soulignent la portée de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis, Lochner versus New York, rendu en 1905. Lochner est le patron d'une boulangerie. Il est accusé par ses concurrents de ne pas respecter une loi de l'État de New York qui interdit de faire travailler ses employés plus de 60 heures par semaine ou 10 heures par jour. Mais cette loi est-elle constitutionnelle? Dans un arrêt majeur qui marquera la jurisprudence du travail pour plusieurs décennies, la Cour suprême des États-Unis décide que non. Non pas comme en France, parce que le principe de subordination donnerait à l'employeur certains droits sur le corps de ses employés, non, bien au contraire. Les juges se fondent sur le 14e amendement à la Constitution américaine, adopté en 1868 dans le sillage de l'abolition de l'esclavage, et qui prévoit notamment qu'il n'est plus possible de priver arbitrairement un individu de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété. La Cour considère qu'en limitant les horaires de travail, l'État de New York porte atteinte à l'une des libertés fondamentales qui distinguent l'esclave de l'homme ou de la femme libre, qui est la liberté de disposer de sa force de travail comme elle ou il le souhaite. En somme, cette loi sur les conditions de travail prive les aspirants boulangers de leur droit à travailler plus pour gagner plus. Dans les États-Unis du début du XXe siècle, c'est donc au nom de la liberté et non de la subordination que l'on continue de tolérer la mise en danger des corps au travail. En France, la loi de 1898 est suivie par un long silence pénal qui perdure à quelques exceptions près jusqu'à aujourd'hui. Je m'arrêterai néanmoins sur un moment particulier, celui des années 1970, où l'idée d'une responsabilité pénale dans les accidents du travail et maladies professionnelles a brièvement ressurgi avant de disparaître à nouveau. Le 4 février 1970, 16 mineurs meurent dans une explosion de grisou dans la mine de charbon de Fouquier-les-Lances. Le parquet, comme à son habitude, considère que les circonstances professionnelles devraient conclure à un non-lieu. Les militants maoïstes de la gauche prolétarienne et du Secours rouge ne l'entendent pas ainsi. Ils organisent un tribunal populaire dans lequel Jean-Paul Sartre joue le rôle de procureur. Dans son réquisitoire, Sartre récuse la notion de fatalité du danger et insiste sur le caractère intentionnel de la mise en danger des mineurs.
Même s'il n'évoque pas explicitement le dol éventuel, c'est bien de lui qu'il s'agit. Je cite quelques extraits de ce discours. « La mine est mauvaise, nous dit-on. Dès qu'il est au fond, le travailleur est en danger de mort, ou en tout cas d'invalidité. Ce sont des risques, pense-t-il, et si la mauvaise chance fait qu'un jour il perde le doigt ou la main, il sera facilement persuadé qu'il a été victime de la fatalité. Cette conviction n'est que subjective, individuelle. Nul individu ne peut être sûr d'être accidenté cette semaine ou cette année. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a eu, pour les dernières années, 80 morts par an dans l'ensemble des mines du Nord, et qu'il y en aura autant cette année-ci, sinon plus, car avec les nouvelles machines, le nombre des accidents tend à croître. Cette connaissance certaine, la direction et les ingénieurs qui disposent de statistiques la possèdent. Comment appelle-t-on ces pourcentages ? Ce serait cela, la fatalité. Les mines mangeraient de l'homme. Or, poursuit Sartre, le grisou, la silicose, appelons-les des fatalités si on veut, mais disons que ce sont des fatalités qui viennent à certains hommes par l'intermédiaire d'autres hommes qui les exploitent et qui sacrifient la santé ou la vie des travailleurs à la productivité. Sartre conclut. Homicide par imprudence ? Non. Homicide intentionnel. Il fallait ces morts pour que la production de charbon atteigne son maximum. Il ne les fallait pas nécessairement ce jour-là. Ce pouvait être le lendemain, ça aurait pu être la veille. Ce n'était pas non plus nécessairement cette fosse qui devait les rendre. Les mesures de sécurité sont aussi mal prises dans les fosses voisines. L'accident pouvait avoir lieu n'importe où. Il suffisait d'un peu de grisou. Mais il les fallait, ils étaient prévus. Ils faisaient partie de ces 80 morts qui représentent annuellement, avec les blessés, les invalides et les silicosés, le triomphe calculé du rendement sur la sécurité. La notion de responsabilité est au cœur de la philosophie sartrienne ainsi que du militantisme de la gauche prolétarienne en ce début des années 1970. 2 ans plus tard, à Bruay, en Artois, la fille de 16 ans d'un mineur est retrouvée morte, tuée, et les soupçons se portent sur un avocat de la région. La cause du peuple, le journal de la gauche prolétarienne, titre « Et maintenant, il massacre nos enfants », suggérant le lien entre ce meurtre et les homicides professionnels commis 2 ans plus tôt. Au lycée de Bruay en Artois, c'est un jeune professeur de philosophie qui sert de relais local aux militants maoïstes. Il s'appelle François Ewald. Comme l'a montré l'historien Michael Berendt, une trajectoire intellectuelle complexe amènera Ewald à renier l'idée sartrienne de responsabilité et à trouver dans les derniers enseignements de Michel Foucault ce qu'il croit être la justification d'une nouvelle philosophie politique. Cette philosophie, Ewald l'illustre dans son ouvrage « L'État-providence » paru en 1986. Il se base principalement sur les travaux empiriques que j'ai cités précédemment pour décrire le moment de 1898 comme l'entrée dans une gouvernementalité moderne fondée sur l'idée d'une prise en charge sociale des risques industriels. Ewald renvoie l'idée de responsabilité et de faute à la morale bourgeoise du XIXe siècle, dont paradoxalement, le réquisitoire sartrien de Foucart-Lelance n'aurait été qu'un ultime avatar. La pensée d'Ewald illustre l'idée de société du risque, popularisée dans ces mêmes années 1980 par les sociologues Ulrich Beck et Anthony Giddens. En effet, la prémisse implicite de ce raisonnement, c'est que les dangers au travail sont inévitables, inéluctables, car consubstantiels de la modernité. La seule réponse que l'on peut leur apporter, que l'on doit leur apporter, ce sont les technologies assurantielles de gouvernement, dont Ewald assurera plus tard la promotion auprès des élites économiques et politiques françaises. Je terminerai en remarquant que l'épidémie de Covid-19 aurait pu être la démonstration éclatante de la thèse ewaldienne, avec ses politiques du « quoi qu'il en coûte » mises en place, en principe, pour permettre à chacun et chacune de se protéger d'un risque contre lequel, jusqu'à l'arrivée des vaccins, on n'avait aucun remède efficace. Mais une telle lecture ne résistera sans doute pas à l'analyse. Comme le montrent déjà les premiers résultats de l'enquête Epicov, le confinement du printemps 2020 n'a pas été synonyme de protection de l'ensemble de la population contre le virus. Il a plutôt signifié le déplacement du danger depuis les classes supérieures vers les classes populaires, vers celles et ceux qui n'ont pas pu être en télétravail, travailleuses et travailleurs par nécessité économique et par obligation juridique, qui n'y ont gagné qu'une requalification symbolique en tant que professionnels essentiels ou de première ligne, et qui y ont perdu parfois la santé ou la vie. Pour ne donner qu'un exemple, comme l'a démontré une étude phylogénétique menée par Emma Hodcroft et ses collègues,
La deuxième vague de l'épidémie en Europe à la fin de l'été 2020 a démarré dans les lieux de vie indignes des travailleurs saisonniers amenés en Espagne pour récolter les fruits et légumes. Quant aux pays qui ont un temps assumé l'expérience de l'immunité collective par l'infection, ils ont démontré de manière encore plus flagrante encore que la justification économique permet toujours aujourd'hui de s'affranchir de la responsabilité morale vis-à-vis des corps besogneux, en dépit des politiques affichant la préservation de la vie comme impératif suprême. Je vous remercie.